Et je crois que c'est en grande partie elle qui a dit, moi ce qui m'intéresse, je voudrais faire un ouvrage qui raconte comment la convergence, à un moment donné, de deux courants, du communisme stalinien et du communisme trotskiste, à un moment donné, ont fini par fusionner, et sous l'égide de la lutte contre l'impérialisme. Et je rappelle toujours, une des conditions de la formation de la Troisième Internationale, c'était l'obligation de lutter contre l'impérialisme, et je pense avoir être resté fidèle à cet enseignement jusqu'au bout. Voilà. Alors c'est tout. Alors c'est de ce point de vue que ce livre, on n'est pas des historiens, on n'est pas des écrivains, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que au moins c'est en rapport avec ce que l'on dit de l'histoire de la 7e wilaya en France. Alors, j'ai lu l'histoire de la 7e wilaya de Haroun, et j'ai découvert que chez Renaud, on avait un militant qui s'appelle Slieni. Slieni était un vieux copain du FDLD que j'avais connu depuis 1946, 47, etc. Puis je me suis dit, mais pourquoi on ne parle que de lui? Il n'était plus à Billancourt, il était avec le décolletage à Clichy. Et j'ai dit, mais enfin, c'est quand même plus important que Renaud et les militants qui ont existé chez Renaud, dont certains sont quand même devenus ministres, un assassiné en 1995, d'autres est devenu secrétaire de l'UGTA en février 1963, d'autres qui avaient rejoint en 1957 les commandos qui étaient chargés d'organiser les attentats, en particulier qui ont éclaté en 1958 à Myriam. Donc tout ça, c'était des personnages qui avaient une grande importance. Et l'avantage, si vous voulez, c'est que moi qui étais très lié aux Algériens depuis le 8 mai 1945, qui a été mon baptême du feu, si on peut dire, complété avec tous les camarades vietnamiens, et je passais tous mes dimanches, et à la Goutte d'Or auprès des camarades algériens de bistrot, et ensuite à Pigalle avec nos camarades vietnamiens qui avaient été libérés des camps et qui étaient dans un hôtel réquisitionné rue Pigalle. Et c'était ma journée du dimanche. Et j'ai tellement plongé là-dedans que je ne me suis pas repenti. Et ça a été le fil directeur de ma vie militante. Davantage que les luttes intérieures, les scissions, les affrontements qui se sont déroulés. Alors, je dois dire que peut-être mon étiquette, si vous voulez, elle peut prêter à caution, et je pense qu'il y aura des camarades qui me reprocheront mes positions, n'est-ce pas, pablistes de 1952. Je crois que Michel Le Pen est en train de préparer quelque chose. Bon, c'est pour vous dire que c'est un problème qui nous a tenu au cœur et que on a connu tous les camarades algériens de toutes les tendances. Tendances nationalistes, communistes et cégétistes. Et de 1900, depuis qu'on était chez Renaud jusqu'à 1956, nous avons eu des rapports avec tous les camarades de toutes ces tendances algériennes. Et nous leur disions, mais la révolution, c'est en Algérie qu'elle se déroule. Quel apport vous êtes aujourd'hui pour... Il faut vous structurer et bannir toutes vos divergences des années passées, etc. Et on a été aidé mystérieusement par l'Assemblée nationale qui, en mars 1956, a voté les pouvoirs spéciaux à Guinolet, qui a contribué à une accentuation de la guerre en mobilisant des générations nouvelles de soldats pour faire la paix en Algérie, et la maintenir dans l'orbite française. Donc, c'est pourquoi, après diverses démarches auprès des formations de gauche,
en particulier du Parti communiste français, qui auraient pu s'abstenir ou au moins voter contre les pouvoirs spéciaux. La majorité aurait quand même été pour le vote des pouvoirs spéciaux. Et ce qui nous a le plus frappé, c'est de se dire, mais pourquoi les ont-ils votés, hein? Est-ce que c'est à quel gage ils donnent, hein? C'est ça le problème. C'est un gage qu'ils donnent. Ils n'ont pas besoin, Mollet n'a pas besoin de leur voix, ça avait une signification politique. Et les camarades communistes algériens en ont tiré la même conclusion, ont fait cette délégation au comité central qui a confirmé le vote, et puis ils ont tous abandonné le Parti communiste français pour constituer avec les différents courants messalistes anciens, centralistes, hein, qui sont personnifiés par des personnages importants, des délégués algériens de Cherono. Ils ont formé le FLN, je crois, le 29 avril 1956. Ils l'ont formé, ils sont venus nous informer en disant « À vous, on peut vous dire, enfin, ce que vous nous dites depuis 2 ans, on vient de le réaliser, on a structuré le FLN Cherono. » Voilà. C'est en partie... c'est pourquoi cet ouvrage qu'on a fait, l'éditeur a pensé que c'était surtout Renaud qui transparaissait, et en même temps nous nous sommes dit, mais merde, les choses exaltantes, on les a le dimanche, on fait la révolution, on est très ému de ce qui se passe. À l'époque c'était la Bolivie, et c'était les camarades de Ceylan actuel. Bon. Et tous les camarades qu'on a vus défiler d'Amérique latine, qui sont passés chez Clara, à un moment donné, les gars qui sortaient des mines de plumes de Bolivie, tout ça, ça nous a donné le sentiment qu'il faut quand même trouver le moyen, à un moment donné, de dire que partout, les gens s'interrogent, tout le monde n'a pas choisi la même tradition, mais à un moment donné, on se retrouve. Et en même temps, comme on se faisait chier quand même tous les jours, pour faire gratter chacun de ces réflexions au niveau syndical le plus élémentaire, on s'est dit il faut quand même qu'on en parle, des luttes que l'on a partagées, y compris à l'apparition du groupe Femme Cherono. Et je salue la présence d'Isabelle, Emmanuel, qui est une des, on peut dire, la fondatrice de ce groupe féministe Cherono. Voilà. Alors, c'est pour vous dire dans quelles conditions nous avons été amenés à apporter un certain témoignage. Nous ne prétendons pas que c'est la vérité totale. C'est sincère, en tout cas, c'est ce qu'on a écrit, on l'a pensé, on le revendique, on ne le renie pas. Enfin, bon. Et on regrette simplement que de tous les camarades algériens que nous avons connus dans cette usine, ils sont quasiment tous morts ou disparus. Le seul à qui j'ai écrit il y a 1 mois, il m'a envoyé une lettre qui était un des survivants, qui travaillait au Bamedon. Il m'a dit, écoute, j'ai 83 ans, ma femme en a 86, elle a du mal à se déplacer, mais ça me fait quand même plaisir. Alors on va lui envoyer le livre, etc. Mais j'aurais voulu qu'il puisse venir, parce que c'est le seul survivant de tous ceux qui ont été les moteurs de la lutte Cherono, dont certains sont morts après, ceux qui sont partis, qui sont revenus, qui ont fini leur carrière, je pense à Aït Aïssa, et puis aussi Aïd Kassimi, qui est élu délégué CGT en juin 1960, comme par hasard, s'est retrouvé parce qu'il avait refusé de faire le service militaire, et le FLN, comme c'était un professionnel, ancien apprenti de Renault, Aïd s'est retrouvé dans une usine clandestine au Maroc, à fabriquer des armes, clandestinement, et comme par hasard, il a retrouvé un de nos amis qui est encore vivant, d'ailleurs, qui vit en France, qui lui-même était dans la même usine, et ça nous a fait, d'une certaine mesure, chaud au cœur, évoquer l'élection de nos camarades de constitution de cette usine clandestine au Maroc de fabrication d'armes, et puis, en même temps,
le contact avec camarades de chez Renault qui se sont retrouvés et qui m'ont dit quand ils sont revenus, Henri, on a rencontré un de tes copains dans ces cuisines. Donc ça fait chaud au cœur, voilà. À vous la parole. Je veux bien commencer. C'est un vieux copain d'avant 54 là. J'ai 83 ans aussi. Je pense que tu voulais parler du Zen. Voilà. Qui perd un peu la tête malheureusement. Non, je voulais dire qu'en tout cas pour nous, pas simplement en tant qu'ex-militant de la CGT, mais surtout du nationalisme algérien. Je dis nationalisme, je ne fais pas les différences, bien qu'elles soient très très graves et qu'elles ont conduit à pas mal de crimes. Ça sera extrêmement important pour nous, dans la mesure où tu diras, je n'ai pas encore eu le livre, où tu montreras par quel chemin, par quel masque, le mot peut-être trop fort, différent, hein, vous avez apporté en tant que convaincu de la lutte que vous menez d'une manière générale contre le capitalisme, l'impérialisme, etc. Mais la manière dont vous avez construit les relations avec le FLN, sans en général savoir comment le FLN lui-même était construit. Je suis certain que pour nous, ça sera un apport intéressant, parce que de toutes les conversations qu'on a eues après l'indépendance, malgré les blessures nouvelles qui se sont produites, on retrouvait les mêmes conflits, souvent aggravés que ceux d'avant le FLN. Le FLN n'ayant été qu'un le sabre qui a imposé tout le monde de se mettre au garde. Oui, les Algériens de l'AGTA m'ont envoyé en Algérie avant l'arrivée de Ben Bella et Boun Etienne. Ils m'ont dit tu vas aller à l'UGTA. On s'est mis en rapport avec Boalem Bourguiba et Descartes. Et puis tu vas nous faire un rapport sur les besoins de l'UGTA, et financiers et en militant, etc. Et j'ai donc débarqué à Alger, et quand j'ai débarqué à l'UGTA, ils organisaient une grande manifestation, et j'ai participé à cette première manifestation. C'est basse, né une baraquette, 7 ans de guerre, ça suffit, avec des femmes voilées, mais combattantes, hein, si vous voulez. Quand je dis voilée, ça veut dire qu'elles portaient un tissu sur la tête. Ce n'était pas un problème, c'était la volonté d'un peuple qui, dans toutes ses traditions, dans toutes ses... Bon, manifestait. Et après avoir discuté assez longuement avec Boalem Bourguiba, il m'a dit, je dois beaucoup à la CGT, il était militant, puisque les départements, l'Algérie était composée de 3 départements français, hein, donc c'était la France, si vous voulez. Et donc il y avait des structures syndicales qui étaient des unions départementales. Et c'est en son sein qu'ils ont fait leur formation de syndicalistes. Et Bourguiba, je me rappelle, il me dit, écoute, sur toute la question salaire, prix, profit, l'exploitation de tout ce qu'on veut, parfait, ils ont fait les écoles, etc., très bien. Mais ils n'ont rien compris à la question nationale. Voilà. Et effectivement, c'est cette question centrale du soutien à une lutte dite nationale qu'il faut savoir délimiter par rapport à l'impérialisme. C'est autre chose ensuite. Alors, je dois quand même ajouter que tous les camarades algériens m'ont demandé de participer à des cours de formation syndicale de leurs militants de chez Renault, et ils m'ont dit, surtout tu n'oublieras pas de dire qu'on ne se bat pas seulement pour un drapeau, on se bat pour un contenu révolutionnaire. Alors vous imaginez que
je n'ai pas dérogé à ce souhait. C'est que l'ouvrage de Clara et d'Henri a une partie importante consacrée à la guerre d'Algérie, on en a parlé, mais il n'y a pas que leur engagement militant dans la guerre d'Algérie. Et il y a un regard, un compte-rendu de choses qui sont peu traitées avant la guerre d'Algérie et après. Notamment la façon dont la CGT est passée d'un cours ultra combatif à la signature des accords avec la direction de Renault. Cette période-là est finalement peu racontée. Il y a les militants de lutte ouvrière qui parlent de la grève de 1947, mais Henri et Clara n'étaient pas présents dans l'usine à ce moment-là. Ils parlent de la façon dont c'est perçu après, mais ils ne vont pas parler de l'usine. Cette période-là, ils en parlent. Là, le récit de la grève générale de mai 1968, vu de Billancourt, est aussi, moi je crois, un témoignage intéressant dans la mesure où c'est un témoignage qui se veut, même avec le recul historique, complètement objectif, au sens qu'ils essayent, de leur point de vue, de remettre à sa place la grève générale de mai 68 par rapport, y compris à la façon dont la mémoire parlait de la grève de 1938. Et il parle à ce moment-là, après la guerre d'Algérie, des fissures entre travailleurs immigrés et organisations syndicales. Et ce fil des fissures entre travailleurs immigrés et direction syndicale, notamment la CGT, est décrite, je dirais, de l'intérieur. Et enfin, le dernier point, c'est, il raconte, et notamment Henri, sa participation actuelle au syndicat CGT de Renault des retraités. Et avec une chose, je crois qu'il faut prendre en compte, c'est que dans cette assemblée se retrouvent finalement tous les responsables CGT des années 1960-70. Et que pour ceux qui ont connu mai 68, les noms de Sylvain, les noms d'Albert disent quelque chose de peu près. Aujourd'hui, aucun ne se retrouve dans le soutien aux orientations majoritaires ou de la CGT ou du PCF. Certains ont même quitté le PCF, comme Certano, d'autres sont dans des recrutements oppositionnels. Bon. Henri est avec eux, et ce qu'il raconte, c'est les débats qu'il peut avoir avec eux, le fait qu'ils sont en désaccord avec ce qui se passe aujourd'hui, mais sans un regard très critique sur leur passé, et comment, dans la situation présente, même s'ils n'ont pas de regard critique sur le passé, ils acceptent la confrontation avec des opinions différentes. Tout cela est peu développé dans beaucoup de choses qui s'écrivent. Et je crois que c'est aussi l'un des attraits de l'ouvrage de Clara. Oui, il y a des choses un petit peu absentes dans ce livre, mais ça me revient. Il y a eu aussi la lutte au cours de 68. Je l'ai menée en rapport avec les camarades algériens et portugais. On avait chez Renault un groupe formé qui nous disait on est communistes, trotskistes, guévaristes, tous refusant de faire la guerre dans l'armée portugaise. On est déserteurs, on travaille chez Renault. Et j'ai aidé bien sûr ces camarades, et en particulier le samedi, j'allais les transporter avec les tracts pour aller distribuer dans toutes les usines pour les Portugais. Un de ces camarades, en 68, on se retrouvait à Itaïssa, les autres copains algériens, Rivero da Silva, etc. Et puis, ils m'ont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. On donne la parole aux métines, hein, à tous les représentants des syndicats, et même
à des représentants de catégories professionnelles. Or, nous qui sommes les émigrés, on a demandé à intervenir en tant que tel à la tribune, et on nous l'a refusé en disant « on est d'accord avec vos revendications, mais ce n'est pas nécessaire, ça donnera un caractère particulier ». Et je dois dire qu'ils l'ont mal digéré, hein, parce que l'essentiel de ceux qui occupaient l'usine, c'était quand même les immigrés dans les ateliers. Hein. C'était quand même, d'abord parce que c'était un point de ralliement, plutôt que de se faire chier dans un foyer quelconque, on préférait se retrouver avec les copains dans l'usine pendant l'occupation de 68. Et ça, c'est Ribeiro da Silva, il est parti quelque temps plus tard au Portugal et il a été arrêté avec des armes. Et par conséquent, il est resté emprisonné au Portugal. Et à ce moment-là, nous avons constitué un comité d'aide pour Ribeiro da Silva, pour sa femme et ses enfants qui étaient restés en France. Et nous avons eu encore là aussi besoin de toutes sortes de militants qui, soit en accord avec leur parti, leur syndicat, soit clandestinement, en disant t'en parle pas, hein, mais on est d'accord pour ce sujet. Et je dois dire que de chrétiens, de militants communistes élus, délégués du personnel, nous avons eu un soutien. Je préciserai d'ailleurs qu'un des suppléants des délégués des fonderies, son suppléant, c'était un Polonais d'origine juive, qui était tout à fait solidaire. Hein, tout naturellement de la lutte de ses camarades. Et quand je débarquais dans l'atelier, on me disait, le Marocain qui travaille à côté de moi, il est avec nous, tu lui laisses tous tes messages ou tous les documents que tu veux, tu peux lui faire entièrement confiance. C'est-à-dire que je découvrais que des Portugais en opposition avec la lutte anticoloniale, hein, qui menait là-bas, avec, à l'époque, Algériens, Marocains, Tunisiens, on se retrouvait quand même sur une longueur d'onde. Bon, je dois dire aussi que, ayant été fondateur du syndicat CGT des ETDA chez Renault, j'en suis aujourd'hui le seul survivant, mais je rends quand même hommage à tous mes camarades de mon syndicat qui m'ont soutenu continuellement, m'élisant au secrétariat, hein, membre du secrétariat, malgré toutes les campagnes calomnieuses dont j'ai été l'objet. Vous comprendrez lesquelles. Voilà. Oui, en fait, moi, je serais intéressée d'entendre un peu plus sur l'aspect dont Clara parlait, c'est-à-dire la vie sociale de cette entreprise de 40 000 travailleurs que, bon, je pense que les gens d'aujourd'hui n'ont pas imaginé qu'une telle chose pourrait exister. Bon, 40 000 avec une vie relativement stable, avec tout ça que tu as dit sur le théâtre, le sport, etc., etc. Donc, je trouve que ça serait très intéressant. Et évidemment aussi un peu sur comment est-ce que le communisme s'est constitué. C'est vrai qu'il y avait une vie très active. Moi, je suis rentrée dans cette usine à 19 ans. Et bon, je me suis syndiquée immédiatement parce que bon, je considérais avec des idées communistes à l'époque, c'était vraiment j'avais très bien au Parti communiste d'ailleurs. Et dans cette usine, il y avait quand même une fraternité, une solidarité et un tas d'activités dans une bibliothèque. Moi, j'ai découvert un tas de bouquins là-dedans. Il y avait des expositions, il y avait des débats, enfin, à la sortie du boulot. Moi, je sais que ça occupait l'essentiel de mon existence et de ma jeunesse. Et bon, des sorties en camion, à l'époque, c'était même pas en car. Hein. On partait dans des camions Renault que la régie louait au club sportif, et on partait pour des week-ends, des petites vacances. Et moi, je sais que quand je traversais les ateliers, j'habitais Billancourt à l'époque, très près de l'usine, et quand je traversais cette usine pour me rendre à mon lieu de travail, qui était le bureau quand même. Je n'ai pas travaillé en atelier, j'ai travaillé dans un bureau. Et bien, quand je traversais, je me sentais bien.
je me sentais bien, j'avais des copains dans chaque atelier, et puis bon, et puis il y a eu les grèves, il y a eu des mouvements. C'était une période extrêmement, je ne sais pas comment dire, moi je suis rentrée en 49, et en février 50, il y a eu la première grande grève, qui a duré quand même pendant 3 semaines, à laquelle j'ai participé, et à l'issue de laquelle, bon, j'étais déléguée du personnel. Un an après, j'étais déléguée du personnel, et j'y suis restée pendant 20 ans. Et le fait d'être délégué du personnel m'a permis de côtoyer, bon, déjà dans mes collègues, j'étais dans les bureaux, donc il y avait un service mécanographie avec des conditions de travail extrêmement difficiles, un service aussi où étaient regroupés les apprentis. Moi, je n'ai jamais travaillé dans ce service-là, je suis rentrée directement dans un bureau. Mais je ne suis pas passée par ce pool dactylographique qui, à l'époque, regroupait une quarantaine, une cinquantaine de jeunes filles sous la férule d'un gendarme qui était extrêmement craint. Et donc, il y avait tout le temps à faire. Il y avait des brimades, nous avions des réunions mensuelles de délégués du personnel dans lesquelles nous étions 100 délégués ouvriers employés. Parce que l'usine était tellement vaste, alors il y avait des représentations par secteur. Et c'est comme ça que j'ai connu surtout les ouvriers. Parce que moi j'étais au collège ouvrier employé. À la fin de ma carrière, entre guillemets, je suis quand même passée dans le second collège au bout de nombreuses années et de multiples examens, parce qu'à l'époque, il fallait justifier de tout. Vitesse sténo, vitesse dactylo, vitesse machin. Bon, il n'y a qu'en français que j'ai pas été obligée parce que j'avais le brevet élémentaire, c'était très important, donc j'ai été dispensée de français. Mais à part ça, bon, ben, on m'a rien épargné, comme aux autres d'ailleurs. Et donc ça m'a permis, donc, dans ces réunions, y compris mensuelles de délégués, c'est là où j'ai connu beaucoup de mes camarades algériens aussi, parce qu'ils étaient bien sûr majoritaires dans cette instance et défendaient les revendications mensuelles devant la direction. Alors c'est un petit peu comme ça que bon, j'ai pris contact avec eux, et dans le courant des grèves, et de la même façon que j'expliquais qu'Henri nous sommes rencontrés à l'issue de la grève de 52, qui était une grève extrêmement violente, où pratiquement tous les militants ont été mis à la porte, et si on a réchappé pour des raisons diverses, moi à cause de ma jeunesse à l'époque, et du fait que j'étais considérée comme soutien de famille, parce que bon, mon père était en Sana et j'avais des jeunes sœurs, et mon chef de service était extrêmement compréhensif, bon, il était relativement sympathique. Il avait dit non, moi les jeunes, il faut pas les mettre à la porte. Donc je suis restée dans cette usine et on a refait la section syndicale parce que tous mes camarades, je dois dire à l'époque, de ma cellule, elle a été décimée. Tous ceux qui avaient participé à la grève, dont j'étais aussi, du reste, il en est resté très très peu. Ceux qui ont eu la chance d'être malades à ce moment-là, on ne pouvait pas les virer parce qu'ils étaient en arrêt maladie, mais à part ça, et quelques cas d'espèces, nous sommes restés qu'à quelques-uns et le syndicat a été complètement décimé. Il y avait pratiquement plus de délégués du personnel. Donc il a fallu reconstruire la section syndicale et en ça Henri a été extrêmement utile parce que là il a parlé surtout de l'Algérie, mais moi je ne l'ai pas connu à l'époque quand je suis rentrée. D'abord la guerre d'Algérie n'a été déclenchée qu'après. On est rentré en 49 et Henri en 50. Et donc, on a participé à une vie syndicale qui était quand même vraiment active. Et moi, j'ai connu Henri au moment de la grève des dessinateurs, parce que c'était une grève extrêmement suivie. Enfin, c'était les bureaux d'études regroupaient combien jusqu'à 1000, enfin plusieurs centaines, j'allais dire, dans toutes les îles. C'était vraiment extrêmement important. Et il y avait bon, toute une série de revendications. Et moi, le soir, je restais à taper les comptes rendus, les réunions, les trucs comme ça. Bon, et ça a permis ce travail syndical en profondeur, parce que c'était pas du verbiage ou du bavardage, il fallait être près des gens, savoir exactement ce qu'ils voulaient. Et Henri avait cette faculté, je dois dire, à l'époque, non seulement de convaincre, oui, d'essayer de convaincre, y compris ceux qui n'étaient pas, ceux qui étaient pas récalcitrants, mais un peu inquiets, ou pardon. Et il avait vraiment, moi ça m'avait beaucoup impressionné, et la façon dont on a reconstruit les sections syndicales, et on a continué à mener un combat syndical, c'est aussi un petit évoqué ça dans le livre, parce que et autrement les activités sportives, Henri a fait du sport, par exemple, moi j'allais camper, mais lui il était au handball, et il allait faire il était lié avec tous les... C'était cette faculté de se lier avec ses camarades, ou de jeu, ou de sport, qui a permis aussi d'avoir une protection en quelque sorte, y compris quand on était dans des situations difficiles. Voilà. Et pour moi, ça a été...
enfin, je l'ai évoqué, j'en parle aussi un peu dans le bouquin, les sorties, par exemple, le théâtre, le TNP, on peut dire que chez Renaud, il y avait des abonnements au TNP, on faisait des sorties collectives. Moi, j'ai vu le CID, j'ai vu, enfin, France de Hambourg, enfin, tout Gérard Philippe, tout le Palais de Chaillot, j'ai découvert ça, c'était vraiment merveilleux. Enfin, bon, il est venu des peintres, des artistes, des écrivains qui venaient débattre de leurs livres, Robert Merle, d'autres, enfin, bon, les écrivains de l'époque. Bon, pour moi, ça a été vraiment une ouverture sur le monde, sur la culture, sur les loisirs, et réellement avec une solidarité aussi. Et même dans l'ambiance de travail dans laquelle je travaillais, j'étais dans un service de technicien où il y avait d'excellents rapports, ce n'étaient pas des militants, il y en avait peu. Et bizarrement, dans mon secteur, il n'y avait que les filles qui étaient syndiquées. C'était des copines, et quand il y avait la grève, c'était que les filles qui partent. Enfin, surtout les filles, il y avait quand même deux ou trois collègues qui suivaient, mais bon, parce qu'on avait fait on avait des rapports tellement, enfin, y compris pour la répartition du travail d'ailleurs. Il y avait un travail qui se faisait même dans le boulot. Je ne sais pas, non, je ne veux pas être amère et puis regretter le passé, parce que j'ai pas l'impression que ça se passe comme ça maintenant, de ce que j'entends, de ce que je vois autour de moi. Et bon, c'est une période qui est révolue et que bon, ne restons pas dans le regret. La sourrière est battue. Ouais, sur le groupe féministe, on ne peut pas entendre. Le 1er mai 1945, avec les membres du PPA et du TLD, qui avaient manifesté pour l'indépendance de l'Algérie, aux grandes dames de la tribune, quand on voyait ces centaines d'Algériens, et avec le groupe vietnamien, où nous étions ensemble. Voilà, nous, c'est-à-dire les Vietnamiens mobilisés en 1939 pour défendre la mère patrie, internés à partir de 1940 et qui libéraient. Bon, on les a empêchés, ils ont manifesté pour l'indépendance. Il y a tous nos camarades qui ont contribué à la formation de ces camarades. Et il y en avait plusieurs qui travaillaient chez Renault. Et je pense que ça a été des éléments, j'allais dire, importants de cette période. Alors, le 1er mai 1945, moi, quand je dis je suis tombé là-dedans, le 1er mai 1945. Et le 8 mai 1945 a éclaté le massacre de Sétif, Guelma, Annaba, etc. Et pour moi, qui n'avais pas une formation politique, je sortais de la guerre, etc., j'avais rien lu. Le trotskisme, j'ignorais. J'étais trotskiste parce que j'étais anti-généraliste, anti-maréchaliste, simplement le point de vue de classe, voilà, c'est tout. Bon, les trotskistes m'ont apporté une réponse pour pouvoir me battre, n'est-ce pas, y compris pour les augmentations uniformes. Bon, bref, j'ai découvert tout cela. Voilà. C'est pour moi important. Et tous les camarades algériens que j'ai rencontrés par la suite, ils m'ont dit, Henri, la guerre a commencé le 8 mai 1945, pour nous. Voilà. Vous l'avez su. C'est là que ça a commencé. Et quand il y a un camarade de l'usine, Michel Ilibert, que sans doute vous connaissez, il a dit, tu sais, l'usine, elle va disparaître. Hein. Ne faites pas d'illusions, on est des luttes pour la continuation. Mais moi, je voudrais que la mémoire de cette usine, elle subsiste. Alors, partout, il dit, je voudrais quand même que tu me répondes, parce qu'il y a des trucs. Avec le parti, je n'ai pas compris grand-chose de cette période algérienne. Ça me ferait plaisir que tu me précises un petit peu qu'est-ce qui se passait. Et puis, je vais présenter des camarades algériens qui ont expliqué, eux, les rapports de la CGT, délégués CGT, dans les rapports avec le BAC. Et il me dit, j'ai fait des découvertes. Parce qu'il m'a dit, moi, tout ça, ça m'était passé par-dessus la tête. Et c'est un camarade, d'ailleurs, qui est mort aujourd'hui, lui aussi. Mais je veux dire qu'on découvre à chaque instant des camarades qui, à partir d'une certaine expérience, progressent considérablement. Bon, je voudrais quand même mentionner que après disons, que j'ai été la DST m'a appréhendé en septembre 1959.
c'est là que j'ai abandonné la responsabilité d'être direct au FLN et que je me suis replié sur le travail au sein de l'usine auprès des camarades de la GTA, syndicalistes algériens. Voilà. Et enfin, c'est une période pour moi intéressante, hein, parce que j'ai découvert beaucoup de choses sur les gens qui étaient susceptibles de soutenir la lutte à tel niveau ou à tel autre. Entre celui qui est prêt, comme l'a fait Mimi Lavernon, partir, moi je vais fabriquer des armes. Nous avions dit, étant donné les affrontements entre Algériens en France, c'est quand même un problème délicat. Hein, mais par contre, à l'étranger, dans toute l'Europe, dans l'international, il y avait un soutien, y compris pour cette formation d'usine, n'est-ce pas, dans des conditions difficiles, pour aider le FLN dans sa lutte contre notre impérialisme. Voilà, c'était la question importante. Et je me suis aperçu que pour le travail de soutien, en début 60, je ne me rappelle plus si on en parle dans le film, le FLN est revenu me voir par l'intermédiaire de Ziani Araski, là, qui m'a dit on va, dans les discussions avec les Français, secrètes si vous voulez, on a exigé que les 50 francs pour tous les emprisonnés algériens leur paraissent. Et le garde des Sceaux de l'époque qui participait à ces discussions non déclarées a dit je vous donne la garantie que cet argent leur sera remis. Alors il a fallu constituer pour les milliers d'Algériens qui étaient en France, n'est-ce pas, un comité très large, très large, avec des gens qui allaient porter des mandats dans tous les bureaux de poste de toute la région parisienne, hein, parce qu'on ne pouvait pas arriver avec 500 envois à la même poste. Il fallait donc le répartir. Et on a fait ça encore pendant quelques mois, qui s'est trouvé interrompu par ce fameux 17 octobre 61 qui marquait les affrontements à l'intérieur du gouvernement. Fontanet a été éliminé, par exemple, et puis s'est constitué autour de Papon, n'est-ce pas, les va-t-en-guerre. Et c'est quand même, pour moi, important d'avoir réussi à former un comité dont le président, pour avoir une vision publique, était un catholique et secrétaire adjoint de la Fédération de la métallurgie CFTC. Il m'a dit, je ne m'occupe de rien, Henri, je te fais entièrement confiance, je veux bien prendre la responsabilité, je suis membre du conseil d'administration de la régie, secrétaire adjoint de la Fédération de la métallurgie CFTC. J'ai 6 enfants, qu'on attaque un père de famille, tu verras, je ne suis au courant de rien, mais je te fais entièrement confiance. Et ça, c'est quand même, en plus d'autres camarades communistes, d'élus, qui m'ont dit, tu n'en parles à personne, moi je t'apporte mon soutien, etc. C'est découvrir chez les gens, la masse des gens, quelle que soit leur appartenance, la capacité à un certain degré de compréhension, ben, il faut s'engager malgré la discipline que l'on doit au parti, au syndicat, à tout ce qu'on veut. Voilà. Et ça, je l'ai découvert à travers ce soutien des Algériens, à travers la lutte de tous les peuples coloniaux, hein, qui m'ont permis de comprendre que des gens, ils sont sensibles. Hein. Juifs, polonais, marocains, étaient très liés à leurs camarades algériens sur un compagnon de chaîne et leur ont apporté une aide. Et ça, je ne l'oublie pas. Oui, oui, je voulais faire juste un petit témoignage. Je vais parler plus fort, voilà, comme ça vous entendez tous. Sur justement la question de la lutte pour l'indépendance et le regard actuel et l'utilité aussi de connaître cette histoire. Par exemple, moi je suis fille d'Algériens. Mon père était en France, est arrivé en France en 1956 et il a soutenu le FLN dans sa lutte pour l'indépendance. Donc cette histoire-là, telle qu'elle a été transmise, elle m'a permis aussi de comprendre des questions qui sont aussi actuelles, notamment la question du racisme aujourd'hui, qui contient derrière un ressentiment colonial. Et je voulais savoir comment vous analysez aussi ce ressentiment colonial aujourd'hui en France, qui se transmet
envers les jeunes générations qui vivent actuellement en France. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression aussi en grandissant, dans les lois françaises telles qu'elles existent actuellement, le renforcement du racisme, les barrières qui sont créées, les interdictions qui sont multiples, les lois d'exception aussi qui ont eu lieu pendant la révolte des banlieues en 2005 où on avait décrété un couvre-feu qui n'était pas sans rappeler les lois qui étaient décrétées pendant la guerre d'Algérie en France, dont témoigne le massacre du 17 octobre 61. Et donc finalement, comment traduire aussi cette lutte aujourd'hui en France et aussi mesurer l'importance du racisme quand on voit aussi l'affaiblissement de ce mouvement-là, les divisions qui ont été créées. Je pense en particulier la loi qui est passée en 2004 d'interdiction d'entrée à l'école des jeunes filles voilées, tel qu'il a été analysé notamment dans les écrits de Fanon. On voit qu'il y a un élément contemporain de cette lutte qui persiste et qui reste en France et qui justement a besoin d'être transmise pour comprendre aussi peut-être la force de ce racisme exprimé plutôt dans la politique de l'État français. Je voulais savoir si vous aviez encore, par rapport à cette période-là, un regard peut-être contemporain, actuel, sur cette persistance du ressentiment colonial en France vis-à-vis des générations d'immigrés et des enfants, des descendants. Une fois par semaine, je me rends au foyer de la place nationale où il y a 3 foyers à Billancourt qui regroupent plusieurs centaines de travailleurs africains et maghrébins, surtout africains, parce que peu à peu, l'émigration maghrébine s'est plus facilement intégrée dans les HLM, etc., que la main-d'œuvre africaine proprement dit. Et je dois dire que je découvre là, pendant toute cette journée, ça va des sans-papiers à toutes les lettres de protestation, les sollicitations diverses, etc. Mais je suis très heureux d'y être parce que c'est le seul endroit où je suis accueilli comme du bon pain, voilà. Et en même temps, au courant de tout ce qui peut se passer, y compris dans les conflits internes. Par exemple, je prends un exemple, une grève des loyers. Il y a dans l'administration d'un foyer un Africain qui travaille. La communauté et la nationalité de celui-là fait que les membres de cette ethnie, si vous voulez, s'abstiennent de peur que leurs camarades qui travaillent dans l'administration des foyers soient éliminés. Bon. Et moi je suis au courant et on me dit, alors il y a des manifestations, pour ça je me suis opposé, ils voulaient casser la gueule à la direction du foyer, mais je veux dire qu'il y a là des problèmes internes, mais qui ne peuvent être réglés que par eux-mêmes. Hein, c'est pas à nous de nous substituer. Moi je discute très librement avec tous mes camarades, de toute tendance. Par exemple, il y a par exemple, Messili par exemple, il a été assassiné par exemple boulevard Saint-Germain. Qui parle de Messili aujourd'hui? Moi, je connaissais Messili, etc., avec son vieux copain, là, qui était aussi en France, Siafi Diarra, tout ça. J'ai connu tous ces gens-là, ils étaient en désaccord, et il n'en reste pas moins que Messili avait été officier de la sécurité militaire. Et pourtant, il était devenu oppositionnel. Il a été assassiné à Paris, et son assassin, qui était un gars envoyé d'Algérie, qui était un gangster, emprisonné en France, il a été réexpédié du temps de Pasqua en Algérie, l'assassin de Messili. Je veux dire, c'est ces choses qui montrent qu'il y a toujours dans cette société une complicité qui est quand même toujours dirigée contre
hein, ces pays indépendants, mais dont on aimerait bien qu'ils soient un petit peu bridés. Hein, voilà. Ça subsiste toujours, mais je crois que ça appartient. Par exemple, en 2003, j'ai rencontré Ben Bella à la fête de l'humanité, dans la foule. Qu'est-ce que vous faites ici? Ben, il dit, je viens parce que je viens... C'était l'époque où il y a eu, contre le Venezuela, il y a eu le coup d'État contre le Venezuela qui a échoué. Et il y a eu un débat organisé au sein de la fête de l'humanité, hein, de protestation. Et il était venu pour cette cause-là. Et je lui dis, mais Président, qu'est-ce que vous faites maintenant? Ben, il m'a dit, je me bats pour que le gaz et le pétrole soient payés plus cher. Et il m'a dit, j'étais présent à Punta del Este, je ne sais plus quoi, là, etc. En tant qu'Algérien. Voilà. C'est pour dire qu'il y a quand même toujours une lutte qui se mène parce que l'impérialisme, il est toujours vivant. Hein, et que nous avons quand même encore un devoir à l'égard de ceux qui aujourd'hui continuent à souffrir de cette exploitation. Maintenant, camarades algériens, moi je les ai toujours là. Hein. Un des fabricants des bombes que Jamila Bouhired a balancé, c'était un ancien copain d'enfance. Il est reparti en 52. C'était pas un militant, c'était un sportif. Et ses petits frères m'ont dit, en 54, t'en fais pas, Henri, il a compris maintenant. Eh ben, c'est lui qui a offert son local de fabrication des bombes dans les Hauts d'Alger. Il a été arrêté en 1957, condamné à mort. Heureusement, il n'a pas été exécuté. Hein. Mais je ne l'ai jamais revu. Mais je pense toujours à Abdé. Hein, parce que la dernière fois que je suis allé à Alger en 90, j'ai rencontré Jamila Bouhired. Je lui ai dit, il faut que tu me donnes les coordonnées d'Abdé. Elle m'a dit, il vient de mourir, tu n'as pas de chance d'un cancer. Donc je ne l'ai jamais revu, mais j'ai toujours au cœur, n'est-ce pas, hein, Abderrahman, hein, tu es toujours là. Hein, parce que c'est des militants, des jeunes, nés en France, etc., n'ont pris conscience que progressivement sur la nécessité de s'engager. Hein. Et moi, j'ai vu comment les Algériens chez Renault ont conquis l'ensemble de la communauté algérienne de chez Renault. Et ça, c'est un processus d'années de travail. Hein. Des militants de la CGT, mais des militants du PPA-MTLD, ils n'étaient pas toujours... Hein. En 1952, on le rappelle dans le livre, quand Messali a été expulsé d'Algérie en France, il y a eu un appel du MTLD chez Renault de grève. Sur les 3000 Algériens, il y en a 600 qui ont débrayé. Je considère que c'est très important pour montrer la profondeur de l'attachement hein, qu'ils avaient à l'égard de la lutte. Hein. Mais les 3 ou 4000, parce qu'il y en a eu jusqu'à 4000, mais c'était variable les effectifs, ils ont été gagnés. Gagnés. Hein. Et moi, quand je passais dans les ateliers, j'étais dans un bistrot en train de prendre un café, tout d'un coup, on me disait non, c'est payé. Et je regardais, c'était des copains que je ne connaissais, qui parlaient pas français, et qui me disaient bonjour. Parce qu'ils savaient que tout ça, c'est, j'allais dire, ce qu'il y a en plus du politique, c'est le cœur. Voilà. Moi qui suis un grand sentimental, je pense que ça m'a aidé beaucoup. Et de nom, hein, mais les responsables, élus au comité d'entreprise, délégués du personnel, bon, hein, faisaient un soutien à condition que ça ne soit pas rendu public. Voilà. Et ça, c'était des relations. Maintenant, par exemple, je me rappelle, en 72, je suis descendu la nuit occupée en 72 et j'étais au milieu des Portugais. Voilà. Oui, la grève de 72. Oui, c'est en 72, je crois. Et là, Sertano est passé. Et j'étais au milieu des Portugais qui chantaient et ils improvisaient au fur et à mesure dans leurs chansons. Et il y avait Ribeiro, là, qui était à côté de moi, il me traduisait les trucs. Et alors il se foutait de la gueule de Sertano, hein, sur son comportement, ou pas, et alors ça me faisait rire, et Sertano était là inquiet, parce que c'était peut-être un rassemblement de gauchistes, etc. Bon, mais je veux dire, mais quels sont les rapports que l'on peut avoir, hein, et ça m'a interrogé toujours, les rapports profonds. Hein.
par exemple, chez Renaud, il y a eu des emprisonnés hein, jusqu'à la fin de la guerre. Hein, il y avait un juif hein, qui était emprisonné. Il faisait partie du groupe du communiste égyptien. Voilà. Il y a eu une puéricultrice communiste qui a été exclue du parti. Hein. On a été libéré qu'à la fin de la guerre. Et puis il y avait également une fille qui était de la CFDT, qui était emprisonnée. Et nous avions décidé, les agents avaient dit, tu envoies de l'argent à eux comme aux militants algériens. J'ai dit non, c'est quand même le devoir, nous, de le faire. Pourquoi on avait formé un comité d'aide, et donc il fallait avoir de l'argent pour leur envoyer les 50 balles tous les mois. Eh bien, là, j'ai vu tout à l'heure le livre, je suis allé voir Laurent Schwartz, par exemple, et Madeleine Robert-Liou, qui m'ont tout de suite donné un chèque de leur comité, là, qui était le comité intellectuel, je ne sais pas exactement. Voilà. Il y a eu toute une solidarité qui s'est faite, qui était quand même, pour moi, très révélateur des possibilités qu'on peut avoir. Et nous avions même pris un jeune communiste qui a formé plus tard un jeune résistant, qui avait formé jeune résistante, Oran, qui a été lui emprisonné, et on l'avait pris en charge. Donc on avait tous les mois nos 20 000 balles à distribuer à nos camarades, hein, et sur nos propres fonds, pas l'argent du FLN. Hein. Voilà, c'est pour dire que c'était quand même une prise de conscience, et cela, c'était possible. C'est possible de trouver. Bon, bref. Oui, je suis désolée, ça va être un peu décousu parce que je voulais répondre, du moins participer à l'intervention qui est venue de derrière, là, qui parlait de racisme et de colonialisme. Et moi, je reviens en arrière parce que la période de la guerre d'Algérie, bien sûr, je l'ai entendu raconter par Clara et Henri, mais je l'ai vécu, j'étais adolescente et je vivais dans une ville de province, dans le Berry, pour vous dire, une ville quand même ouvrière. Et la vision que l'on avait de ce genre d'événement n'a rien à voir avec ce qu'on raconte par rapport aux entreprises où il y avait des militants formés syndicalement, politiquement et autres qui s'affrontaient. On était dans une autre réalité. Et moi, le souvenir que j'ai par rapport à ça, c'est pas du tout d'un racisme et d'un colonialisme. Les gens n'avaient aucun intérêt, les ouvriers, moi j'habitais une cité ouvrière, les gens n'avaient aucun intérêt à ce colonialisme en Algérie ou dans d'autres pays, parce que pour eux, ça n'existait même pas, ils ne savaient pas, ça n'avait aucune dimension. Des gens qui partaient même pas en voyage, qui restaient dans le quartier, et ça n'avait aucune dimension. Et ils n'ont pris conscience de la guerre d'Algérie que quand leurs fils ont été mobilisés. Et moi j'ai eu 2 frères qui sont partis en Algérie dans cette période, et là c'était pas pour une petite période, c'était 27 mois si vous vous souvenez bien, la durée du service de mobilisation, donc je crois que c'est 27, et vraiment, donc nous dans le quartier, alors je vais vous dire une petite, pour montrer comment le climat pouvait être différent que dans une grande entreprise ou que dans la région parisienne. Dans le quartier où j'habitais, à un moment, justement quand ça a commencé à chauffer en Algérie, on a regroupé dans un bâtiment qui existait, qui était une ancienne infirmerie, on a regroupé petit à petit tous les Algériens de la ville de Bourges. Au début, ils étaient 25, après ils ont été 50. Pareil et à dans la ma fin, région. Pareil Pareil dans ma région. Voilà, parqués à peu près une centaine dans ce bâtiment. Et donc là, il y avait des travailleurs, hein, il n'y avait pas de femmes, hein, il n'y avait que des ouvriers qui étaient là, qui travaillaient, qu'on voyait circuler dans le quartier, à qui on disait bonjour, qui disaient bonjour très poliment et tout ça. Il y avait quelques jeunes, et notamment un jeune, qui était un de nos copains, Hatch, je m'en souviens très bien. Il jouait dans l'équipe de foot, et il venait danser avec nous, les femmes, les copines du quartier, les jeunes adolescentes qui avaient 15, 16, 17 ans et tout ça, parce qu'on commençait à aller dans les fêtes. Et je me souviens, alors que un de mes frères était en Algérie à ce moment-là, ma mère a accepté d'inviter le petit copain algérien, et il est venu manger à la maison. Et c'est pour montrer que ce colonialisme dont on parle et dont n'existait pas vraiment dans la tête de plein de gens. Non, il y avait du racisme. Ne confondez pas. Il y avait une défiance qui pouvait exister. Mais quand on était dans le quartier comme ça, ce genre de choses-là n'était pas aussi profonde. Et voilà, donc c'est juste parce que quand j'entends parler et qu'on nous balance qu'on était tous des colonialistes,
Non. Non, 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 c'est pas vrai. Il y avait des gens qui avaient des intérêts à défendre, mais la plupart des gens n'avaient aucun intérêt à défendre, ni au Vietnam, ni en Pologne, dans les colonies de l'Algérie. Alors, je m'insurge un peu contre ça, parce qu'il y avait aussi une autre façon de vivre entre nous avec les gens qui nous entouraient. Oui, un autre aspect, il y avait des questions sur les contradictions qu'il pouvait y avoir entre la base ouvrière, les bureaucraties et tout ça. Il y a plein d'exemples qui montrent que dans la même période que tu évoquais, dans ce qu'on a vécu, j'ai vécu les années 50 ou bien encore dans 40, dans les années 72, 73, 74, dans des grèves ouvrières, je repense à la grève des presses et des caristes, c'est 73, et les camarades qui étaient majoritairement immigrés, évidemment, il y avait un aspect, j'ai envie de dire, contradictoire, c'est-à-dire une forme d'auto-organisation, et en même temps par communauté, mais qui était en fait, qui revenait à une forme de démocratie interne. Parce que finalement, il y avait des grèves, bon, et à l'époque on parle de bureaucrates, oui, bon, quand on parle de Certano, gens comme ça, qui négociaient avec la direction. Parfois y compris sous la pression ouvrière avec des délégués d'ateliers représentant les ouvriers. Et dans les négociations, souvent, ces camarades-là l'ouvraient pas. L'ouvraient pas, mais à la sortie, ils disaient « Attends, bouge pas ». Et ils se retrouvaient... Alors, on a vécu des grèves à l'époque avec Emmanuel en soutien, et ces grèves-là, les camarades se retrouvaient derrière les presses, dans les salles de repos, par nationalité. Alors on peut se dire, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des risques d'ethnicité, je sais pas. Aujourd'hui, certains diraient ça. Non, non, à l'époque, ils parlaient en langue, et certains d'eux pouvaient toujours passer. C'était en langue qu'ils parlaient, ils réglaient, ils donnaient leur opinion, il y avait des formes de collaboration. Alors, ce n'était pas la démocratie ouvrière au sens idyllique tel qu'on pourrait l'envisager, mais cette méfiance anti-bureaucratique se manifestait comme ça. Et quand ils ressortaient, certains d'eux pouvaient retourner négocier. On lui avait dit oui ou non. Et c'est ça qui passait, parce que le boulot, il ne reprenait pas. Et ça s'est fait dans cette période-là, hein, au moins. Hein, ça correspond effectivement. Et là, les délégués, parce que la question un peu dans l'appareil, est-ce qu'il y avait des différences? Les délégués de base, ben, c'est selon. Hein, mais souvent, ils avaient plutôt tendance, même des gens bien, mais le poids de l'appareil était tel que les délégués de base, ils fermaient leur gueule. Et quand nous, on pouvait intervenir dans les congrès ou les AG, bon, c'est les regards, si ça avait été des mitraillettes, voilà. Mais les camarades immigrés, eux, étaient organisés. Et c'était vrai. Alors, il y avait moins d'Algériens au 38 et au Presque, mais il y en avait quand même. Mais c'était surtout vrai parmi les Africains, les Portugais. Et ça, c'est redoutable. Et ça, l'appareil, je ne suis pas sûr qu'il l'ait encore compris aujourd'hui de comment ils se sont fait avoir à certains moments. Et, Une remarque avant de donner la parole. C'est sur, oui, il y a une sorte d'âge d'or solidarité. Il y a aussi une chose qui nous interpelle et qui, sur la fin de ce bastion, sur la fin de Billancourt, et qui doit nous interpeller, y compris par rapport à ce qui se passe en ce moment. Parce que il y a 92, c'est la fin de Billancourt. C'est la fin de Billancourt dans une indifférence et une morosité suite à une bataille pour les, entre guillemets, 10 de Billancourt, c'est-à-dire pour 10 militants responsables de la CGT, laissant de côté les travailleurs. Il y a 1 an et demi, toute autre condition, une autre usine de la région parisienne est fermée, c'est l'usine d'Aulnay. C'est pas là le lieu de faire le bilan précis de la lutte d'Aulnay, mais lorsqu'une lutte est menée différemment, l'impact, l'écho qu'a eu la bagarre sur la fermeture d'Aulnay est sans commune mesure avec cette indifférence dont je parlais de la fin de Billancourt. Ce qui veut dire que la responsabilité de militants dans une situation donnée compte beaucoup. Et cette histoire-là, c'est cette histoire que Clara et Henri racontent.